Bon, pour cette vidéo, on est tombé sur un dilemme. C'était soit on était ultra complet, mais la vidéo, elle allait durer 30 ans et ça allait être indigeste, ou alors, c'est la solution qu'on a choisie, on l'a splitté en deux. Dans cette vidéo, on va vraiment étudier ensemble les basiques de la radionavigation. On va parler juste des fondamentaux. Et puis, on fera une deuxième vidéo, sans doute sur simulateur, où on va te parler de la lecture des instruments de radionavigation et surtout de comment utiliser les moyens de radionav en vol. Donc c'est parti pour un petit tour d'horizon des moyens de radionav. Bon, avant de parler de chaque moyen de radionavigation en détail, on peut dire que la radionavigation utilise des ondes radio, comme son nom l'indique. Le principe est quasiment tout le temps le même. Ça va être un émetteur, au sol, qui va émettre des ondes radio partout autour de lui. Et puis, les avions, en l'occurrence, vont capter ces signaux et vont pouvoir déterminer leur position grâce à ces signaux reçus, ou alors même renvoyer une réponse et donner à un contrôleur aérien, par exemple, la position de l'appareil. Bon, alors il y a différentes bandes de fréquences radio qui sont utilisées. On va utiliser surtout de la VHF, notamment pour les communications radio. Et là, on va être sur des fréquences de 118 MHz jusqu'à 137 MHz. On va utiliser aussi la VHF pour les VOR, dont on va parler dans un instant. Les VOR vont utiliser des fréquences de 112 à 118 MHz. Toujours dans les ondes VHF, juste en dessous des fréquences des VOR, de 108 à 112 MHz, on va avoir les fréquences des ILS, qui eux servent aux approches aux instruments, mais pour un pilote privé, il est nécessaire de connaître simplement les fondamentaux de ces approches-là, au cas où il faudrait les utiliser un jour en cas d'urgence. Et puis on va aussi utiliser des bandes MF. On va prendre les fréquences de 190 à 1750 kHz, puisque c'est des fréquences inférieures cette fois-ci. Et là, on va les utiliser pour les NDB. Et enfin, la portée d'une aide radio va dépendre de sa fréquence, évidemment. Alors pour un NDB, on peut s'attendre à avoir à peu près 200 nautiques de portée au mieux. Hein, attention, hein, c'est vraiment dans le meilleur des cas. En réalité, c'est beaucoup moins. Et puis pour des ondes VHF, c'est celle qu'on va utiliser le plus souvent pour des VOR. Les ondes VHF, elles ont une portée qui est dite optique. Ça veut dire que ça envoie l'onde en ligne droite. Si ton avion n'est pas au-delà de la courbure de la Terre, alors il va pouvoir capter cette onde radio. Il y a une petite formule à connaître, malheureusement, qui va nous servir à déterminer à partir de quelle distance on va pouvoir capter un VOR. Il faut faire 1,23 la racine de ta hauteur. Et on obtiendra une distance en nautique. À noter qu'on parle bien de hauteur, ça veut dire par rapport à l'émetteur, par rapport à l'antenne VOR qui est au sol. On ne va pas parler ici d'altitude. Par exemple, si tu es à 5000 pieds de hauteur par rapport à ton antenne VOR, on va faire 1,23 fois la racine de 5000. Ce qui nous fait 87 nautiques. Donc, à partir de 87 nautiques, on va pouvoir capter ce VOR. Bon voilà, c'est tout pour les généralités. Maintenant, on va voir chaque moyen de radionav très brièvement, un par un. On va aller du plus ancien, du plus mauvais en termes de précision et de fiabilité, et puis on va aller jusqu'au plus récent, et donc jusqu'au plus précis. La première aide radio dont on va parler, c'est une aide qu'on appelle le gonio. Bon, le gonio, c'est le principe le plus simple. C'est un instrument que toi, en tant que pilote, tu n'as pas. C'est les contrôleurs qui ont le gonio. En fait, à chaque fois qu'on va utiliser la fréquence du gonio, le contrôleur, sur un écran à part de ses radars, va avoir un trait qui se dessine et qui va lui donner l'origine de cette voix qui arrive sur la fréquence. Du coup, en fait, l'intérêt de ça, c'est vraiment en cas d'urgence si t'es paumé. Tu vas appeler un contrôleur, tu vas lui dire « Allô, je suis perdu » et lui, il va voir de où t'appelles et il a juste à te donner le sens inverse pour te permettre de rejoindre son aéroport. Énormément d'aéroports contrôlés sont équipés de gonio. Ça coûte pas grand-chose, l'entretien c'est pareil et en général c'est un truc qui historiquement est bien implanté. Pour savoir si ton aéroport dispose d'un gonio, tu verras sur la carte la mention VDF pour VHF
c'est la bande de fréquence, Directional Finder. En général, c'est la fréquence de la tour. Donc en fait, à chaque fois que tu vas appeler la tour, eux, sur leur écran Gonio, ils vont voir l'origine. Dans 99,9% du temps, ils s'en foutent parce qu'ils savent déjà où tu es. Mais ça peut sauver, on ne sait jamais. La deuxième aide dont on va parler, c'est le NDB. NDB, ça veut dire Non-Directional Beacon. C'est vraiment la plus simple d'utilisation, mais c'est aussi la plus imprécise, malheureusement. Alors, le NDB, comme je le disais, utilise des kilohertz. Il est sur la bande des MF, des Medium Frequency. Salut César. C'est bon, bonhomme? Alors, un NDB sur une carte, il est représenté comme ça. À côté du symbole, il y aura toujours le nom du NDB et puis sa fréquence qui sera donc en kHz. Le principe est le même que pour quasiment tous les autres moyens radio. L'antenne va émettre une fréquence omnidirectionnelle, ça veut dire à 360 degrés. Ton avion, il va la capter et puis il va être capable de dire où est l'émetteur. La lecture, pour nous, en tant que pilote, est super simple. On va s'aider d'un instrument qu'on appelle l'ADF. Ça veut dire Automatic Direction Finder. Alors, souvent, on confond. On veut décrire un NDB en disant ADF, on veut décrire un ADF en disant NDB. Moi, le premier, hein, c'est une confusion qui est très fréquente. Mais voilà, l'ADF, c'est bien l'instrument et le NDB, c'est l'antenne qui est au sol. Bref, cet ADF, il est super simple à utiliser. Une fois qu'on aura mis la fréquence de notre NDB dans le sélecteur, il n'y aura plus qu'à regarder vers où pointe la flèche sur l'ADF. Et l'endroit où pointe la flèche, c'est l'endroit où il y aura l'antenne du NDB, tout simplement. Bon, par contre, comme je le disais, un NDB, c'est vachement imprécis. Du coup, l'aiguille, il n'y a que dans un simulateur type Flight Sim qu'elle va rester immobile, parce qu'en vrai, elle fait comme ça. Donc ça dépanne, c'est super, hein, on ne va pas se priver d'utiliser ce moyen-là, surtout si on n'a pas d'autre à disposition. Mais voilà, c'est quand même une information qu'il faut prendre avec des pincettes. Et quand on fait une approche aux instruments avec un NDB, c'est assez sport. Ah oui aussi, bon à savoir. Ah oui aussi, important à savoir, c'est que les ondes envoyées par le NDB sont sensibles aux orages. S'il y a des orages, ça peut changer la trajectoire de l'onde de manière vraiment très impressionnante. Ça peut te dire que le NDB, il est là-bas, alors qu'en fait, il est là-bas. Donc voilà, en conditions orageuses, on n'utilise pas de NDB. Bon, on passe ensuite au grand classique, le VOR. VOR, ça veut dire VHF, Omnidirectional Range. C'est vraiment le moyen de radionavigation le plus utilisé, que ce soit pour de la croisière, en VFR, en IFR, en aviation privée, en aviation commerciale, mais on peut aussi l'utiliser pour des approches. En IFR, les approches VOR sont relativement précises et nous permettent de descendre jusqu'à très bas sans visibilité. Alors il y a deux types de VOR, hein. Il y a les TVOR qui servent uniquement à faire des approches, T c'est pour terminal. Eux, ils ont une portée très réduite, de 25 nautiques. Nous, les VOR dont on va parler là, qui servent au vol VFR, ont la portée dont on parlait tout à l'heure de 1,23 racine de H. Un VOR sur la carte est représenté de cette manière-là. Et puis, comme pour le NDB, à côté, il y aura le nom du VOR et sa fréquence. Sa fréquence, comme on le disait tout à l'heure, elle est en mégahertz et elle va se situer entre 112 et 118 mégahertz. Bon, le principe est à peu près le même qu'un NDB, c'est juste qu'au lieu d'avoir seulement un signal qui va tourner à 360 degrés, il y en aura un autre qui va être fixe et qui va servir de référence. Pas besoin de rentrer dans les détails, on n'est pas ingénieur. Nous, tout ce qu'on a à savoir, c'est que c'est beaucoup plus précis et 1000 fois plus pratique qu'un NDB. Bon, pareil, on verra en détail les différentes utilisations qu'on peut faire. On peut simplement dire là qu'on peut l'utiliser de plusieurs manières, surtout avec 3 grandes manières. On peut l'utiliser pour suivre une radiale. Hein. Si là, dans le cas présent, on voulait aller droit vers l'est, au moins on aura un instrument qui nous confirme qu'on va bien vers l'est. On peut l'utiliser aussi en flanquement, en confirmation.
Si par exemple on avait un point particulier qui était à l'est de notre VOR et qu'on voulait s'assurer qu'on était bien au-dessus de ce point, bah, on pré-règle notre indicateur VOR et puis quand on est au-dessus du point, on est censé avoir une aiguille centrée. Et puis bah, tout simplement ça sert aussi à se situer. Si jamais on est paumé, bah, régler la fréquence d'un VOR, ça peut sauver et ça peut nous permettre de savoir où on est. D'ailleurs, on te met en description le lien d'un site qui est génial. C'est du flash, il n'y a pas de téléchargement. C'est une sorte de mini-application qui permet de simuler l'utilisation de différents moyens de radionav, notamment le VOR, en déplaçant l'avion, etc., en pré-réglant différemment l'instrument. Enfin bref, je te laisse découvrir. On te met l'adresse en description. Ensuite vient le DME. DME, ça veut dire Distance Measuring Equipment. T'en trouveras jamais un tout seul comme ça dans la nature. Il sera toujours couplé soit avec un VOR ou alors avec un ILS pour les atterrissages de précision. Le DME, comme son nom l'indique, il va servir à nous donner notre distance par rapport à ce même DME. Il va mesurer une distance optique. Ça veut dire que ce qu'il va te donner comme distance, c'est la distance oblique, en diagonale, entre l'antenne et ton avion. Donc, si on est logique, quand on est au-dessus d'un DME, il ne va pas nous afficher 0, à moins que tu sois sur l'antenne, mais en général, ça craint si tu es sur l'antenne. Admettons qu'on soit à 6000 pieds au-dessus d'un DME. 6000 pieds, ça équivaut à 1 nautique. Donc, en étant vertical, le DME, il nous donnera 1 nautique. Voilà, c'est une aide en plus. Quand c'est couplé à un VOR, ça va nous permettre, par exemple, de nous repérer en utilisant seulement un seul VOR, puisqu'on ne va pas seulement être repéré le long d'un axe, mais on va en plus être repéré par rapport à notre distance, ce qui va nous permettre d'avoir un point précis sur la carte où nous situer. Bon, en plus, dans les DME, les ingénieurs ont inclus une fonction supplémentaire qui est celle de déterminer la vitesse. Bah ouais, parce que là, on a une antenne qui mesure notre distance par rapport à elle à intervalles réguliers. Mais si elle sait qu'à un instant, on était à une certaine distance et à l'instant d'après, on en était à une autre, bah lui, il va pouvoir calculer notre vitesse de rapprochement. Donc, il va nous donner la vitesse sol, c'est-à-dire la vitesse de déplacement sur une carte. Mais attention, cette vitesse sol ne sera exploitable que si on fonce droit vers le DME, c'est-à-dire qu'on se rapproche vraiment de manière régulière. Parce que, prenons le cas opposé. Imaginons qu'on tourne autour du DME. On va rester à une distance constante. Donc, il va prendre la distance et il va dire « Ok, top, maintenant tu es à 10 nautiques. » Puis il va attendre un peu, il va faire « Top, tu es encore à 10 nautiques. » Mais au final, lui, s'il pense qu'on est toujours à 10 nautiques à chaque fois, il va nous indiquer 0 en vitesse sol. Donc, attention, on exploite la vitesse sol donnée par cet instrument uniquement si on va droit vers le DME. Et puis, on va terminer en parlant des radars. Alors les radars, c'est pas nous qui les utilisons, c'est les contrôleurs qui les utilisent, mais c'est quand même bon de savoir globalement comment ça marche. Le radar le plus basique, c'est le radar primaire. Le radar primaire va envoyer des ondes partout autour de lui et tout objet qui réfléchira ces ondes va être affiché sur l'écran du contrôleur. Bon, c'est comme ça qu'on se retrouve parfois à voir des ovnis ou des bancs d'oiseaux qui sont affichés sur les écrans, puisque n'importe quel gros objet qui réfléchit les ondes radio envoyées par le radar sera affiché. L'inconvénient de ça, c'est que il n'y aura aucune autre information qui sera disponible pour le contrôleur. On verra juste un point vert qui se déplace. Heureusement, la science a bien bossé et on a inventé récemment le radar secondaire. Le radar secondaire, pour faire simple, c'est un radar qui va demander tout autour de lui qui est là, qui est là, qui est là. Et tout avion qui va capter cette information, ou plus précisément le transpondeur de l'avion, va préparer une réponse et va l'envoyer au radar secondaire. Alors après, selon ton transpondeur, tu vas renvoyer plus ou moins d'informations. Si tu as un transpondeur mode A, tu vas renvoyer seulement les 4 chiffres que tu as sélectionnés. Bon, c'est déjà pas mal parce que ça permet au contrôleur, enfin, de savoir qui est ce point qui se déplace sur le radar. C'est assez rare quand même d'avoir des transpondeurs qui sont que mode A. Dans les petits avions, le grand classique, c'est d'avoir un transpondeur mode C, mode Charlie,
qui lui, en plus de donner les 4 digits rentrés dans le transpondeur, va donner une information d'altitude à laquelle l'avion est actuellement. Ce qui est déjà beaucoup mieux pour organiser la séparation des avions entre eux. Et puis, il existe aussi le Graal des Graals, le transpondeur mode S. Le transpondeur mode S va bien évidemment renvoyer les 4 digits et l'altitude de l'avion, mais il va aussi renvoyer tout un tas d'informations comme l'indicatif de l'appareil, comme sa vitesse, comme son vario. J'ai même découvert un jour que les contrôleurs pouvaient voir l'altitude qu'on avait présélectionnée sur le pilote automatique, avant même qu'on démarre la descente. Enfin bref, le mode S, c'est un mode de transpondeur qui permet aux contrôleurs d'avoir plein d'informations sans même les demander au pilote. Et puis voilà, on a fait très brièvement le tour des aides de radionavigation disponibles. Évidemment, c'était très général, c'était très simplifié, ça peut même en devenir incorrect d'ailleurs. Si tu as des questions, bien évidemment, tu les poses en commentaire. Nous, on essaye d'y répondre de la meilleure manière possible. Et puis, pour ce qui est de la partie lecture des instruments, utilisation des moyens de radionav, comme je te disais, on va te préparer une petite vidéo où on se mettra en situation et comme ça, on verra tout bouger, on verra comment rentrer les fréquences, comment organiser nos instruments de radionavigation. Voilà, et puis sinon, je te souhaite de bons vols. Puis je te dis à bientôt. Salut!